Aujourd'hui, on plonge dans une histoire absolument fascinante. C'est une saga qui parle de création, d'exploitation et puis de l'éveil d'une conscience là où, franchement, personne ne s'y attendait. C'est l'histoire des exo-humains. Et tout part de cette question finalement. C'est la question qui est au cœur de tout. Si l'humanité avait le pouvoir de jouer à Dieu, quelles seraient ses responsabilités? C'est ce dilemme moral qui va être le point de départ de tout ce qui va suivre. Alors, à l'origine, tout commence avec une invention qui se voulait presque noble, le métacompilateur organique. On est en 2035 et l'idée, c'était de créer de nouvelles espèces pour essayer de repeupler une Terre qui est en train de mourir. Une machine capable de donner vie à des êtres conçus par ordinateur. C'était une ambition folle, c'est sûr, mais derrière, il y avait cet immense espoir de renouveau. Et de cette machine, va naître la toute première étincelle de vie consciente. Un être unique. Il s'appelait Julius. Et il va devenir une véritable sensation mondiale, le symbole de tous nos espoirs, mais aussi de toutes nos craintes. Ce qui est dingue, c'est la vitesse à laquelle tout s'est passé. Regardez bien, en une seule semaine, Julius est une célébrité mondiale. La deuxième semaine, on découvre que c'est un génie. La troisième, il devient carrément un astronaute. Et puis, c'est la tragédie. Son corps, fait de ce matériau instable, la morphane, n'a tout simplement pas tenu. Sa mort a été un drame national, et on a cru que c'était la fin d'un rêve. Du moins, ça, c'était la version officielle. Parce qu'en coulisses, bien sûr, l'histoire est très différente. L'échec de Julius, certains ne l'ont pas vu comme une tragédie, mais plutôt comme une incroyable démonstration de potentiel. L'intérêt n'était plus scientifique, il était devenu stratégique. L'armée a tout de suite compris la puissance de cette technologie et le projet a été repris dans le plus grand des secrets, mais avec des objectifs beaucoup plus sombres. Et des années plus tard, ce projet militaire refait surface, mais cette fois sur une toute nouvelle planète, Zeno. L'objectif a complètement changé. Fini l'idée de créer un être unique. Non, maintenant le but c'est de créer une main-d'œuvre, une force de travail conçue pour exploiter les richesses de ce nouveau monde. La promesse d'une nouvelle vie a pris une tournure bien plus sinistre. C'est un paradis, oui, mais un paradis construit sur des chaînes. Sur le papier, la planète Zeno, c'était une véritable utopie. Un monde parfait, vierge, avec des ressources incroyables. On y trouvait notamment des plantes uniques, capables de guérir des maladies jusque-là incurables, comme le cancer, et même de régénérer les cellules humaines. C'était l'espoir d'une nouvelle ère pour toute l'humanité. Sauf que, pour les nouveaux habitants de Zeno, les exo-humains, la réalité est un cauchemar. Ils sont produits à la chaîne pour servir une corporation, BioLife. Un piratage informatique a saboté leur apparence, les transformant en créatures difformes. Ils sont programmés pour obéir sans jamais se plaindre, et pour couronner le tout, ils sont supervisés par d'anciens gardiens de prison, des managers ultra brutaux qui les traitent comme de vulgaires machines. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Cette contradiction fondamentale. D'un côté, on a les humains qui les considèrent comme de la propriété, des outils, des sous-hommes. Et de l'autre, les exo-humains eux-mêmes, qui ont été programmés pour être purs, sensibles, avec une fierté immense. Cette opposition, ce choc des perceptions, rend le conflit absolument inévitable. Et forcément, dans un système d'oppression pareil, une anomalie finit par apparaître. Un exo-humain, pas comme les autres, qui commence à ressentir profondément l'injustice de sa condition. Son nom, c'est Noxy. Ça, c'est le genre de phrase qui résume leur quotidien, des mots prononcés par un manager de BioLife. C'est ce type d'humiliation constante, quotidienne, qui finit par allumer la mèche. Pour quelqu'un comme Noxy, qui a été littéralement programmé pour la bonté et la pureté, cette cruauté est tout simplement insupportable. Alors attention, la révolte de Noxy, ça ne sort pas de nulle part. C'est vraiment l'accumulation de plusieurs choses. Les semaines de travail infernales, la douleur de voir son propre frère, Inox, mourir d'épuisement sous ses yeux, et par-dessus tout, ces insultes incessantes qui viennent attaquer leur fierté au plus profond d'eux-mêmes. Il ne manquait plus qu'une étincelle pour que tout explose. Et cette étincelle, ce catalyseur, il va le trouver. C'est une plante, la noue rose. Une plante expérimentale sur laquelle Noxy travaillait en secret. Et il découvre que son parfum a un effet complètement inattendu. Il annule leur programmation de docilité. En gros, il leur ouvre les yeux sur leurs conditions d'esclaves et fait naître en eux un désir brûlant de liberté. Maintenant qu'il a cette conscience, qu'il a cette arme, en quelque sorte, Noxy décide de passer à l'action. Et ça ne sera pas une protestation pacifique, non. Ce sera un acte de guerre, le tout premier d'une longue lutte pour leur droit à exister. Et sa cible, il ne la choisit pas au hasard, loin de là. Il vise le laboratoire Visioplus, un centre de recherche absolument crucial pour BioLife. Le détruire, c'est frapper la corporation là où ça fait le plus mal, au cœur de sa technologie et donc de ses profits. Comme il connaît les installations par cœur, son plan est d'une simplicité et d'une efficacité redoutable.
Il va tout simplement retourner la technologie de BioLife contre elle-même. Comment? En surchargeant le pressoir isonométrique, une machine aussi puissante qu'instable. Et le résultat? Il est cataclysmique. Il dépasse même ses propres espérances. L'explosion est tellement violente qu'elle rase entièrement le laboratoire. Le message est clair et il est envoyé avec force. Les exo-humains ne sont plus des esclaves dociles. Le problème, c'est que dans le chaos, Noxy est intoxiqué par les fumées, il est affaibli. Il ne parvient pas à s'enfuir et il est rapidement rattrapé par les gardes. Le premier acte de rébellion se termine donc par la capture de son leader. Et c'est là qu'il se retrouve face au général Copter, le chef humain. Écoutez bien ce que Copter lui dit, parce que ça révèle absolument tout de leur état d'esprit. Il lui lance « Vous devriez nous être reconnaissants ». C'est l'incompréhension totale des créateurs. Ils ne voient que de l'ingratitude, là où Noxy, lui, voit une lutte pour la dignité. Ils ne comprennent pas qu'une vie sans liberté, ce n'est pas un cadeau. Ce tableau, il résume parfaitement le conflit. D'un côté, on a la vision de Copter. Les exo-humains sont des machines, de la propriété, dont le seul but est de servir. De l'autre, la vision de Noxy. Ils sont un peuple, des personnes qui méritent le respect et la liberté. On a là deux mondes, deux définitions de la vie qui ne peuvent tout simplement pas coexister. La sentence de Noxy, ça ne sera pas la mort, non. Ce sera bien pire que ça. On décide de le soumettre à un reconditionnement mental. Le but n'est pas de le tuer, mais d'effacer sa conscience, d'éradiquer complètement sa personnalité pour le ramener à l'état de machine obéissante qu'il était censé être. À ce moment-là, on pourrait croire que tout est fini. La bataille de Noxy semble perdue. Sa conscience rebelle est sur le point d'être anéantie. Mais son acte a changé quelque chose. Le secret de la neurose, la plante qui éveille les consciences, est toujours là. Et Noxy l'a protégé. La première étincelle a été allumée. Et maintenant, plus rien ne pourra vraiment empêcher l'incendie de se propager à toute son espèce. Et toute cette histoire nous laisse avec une dernière question, une question essentielle. Face à une créature qui se bat pour sa dignité, qui est le véritable monstre? Celui qui se révolte pour être libre ou le créateur qui lui a refusé dès le départ son humanité? La réponse, comme souvent, est loin d'être simple.